Bonjour et bienvenue à tous à cette webconférence de Loitage consacrée au financement de la transition écologique des entreprises que je vais avoir le plaisir d'animer. Alors pendant une grosse heure, nous allons tenter avec les experts de Tage de vous donner les clés pour réussir cette transformation qui impacte déjà les entreprises, bien sûr, mais qui va prendre une accélération absolument considérable avec la mise en place conjointe d'une part du pacte vert européen, le fameux Green Deal, qui va s'inscrire dans le plan de relance de l'Union européenne de 750 milliards d'euros, et puis d'autre part notre plan de relance français, 100 milliards d'euros, dont un tiers environ le pilier, un tiers 30 milliards d'euros, donc le pilier écologique et transition énergétique. Alors, signe de l'intérêt que vous portez à ces mesures, merci à vous d'être si nombreux. Vous êtes près de 200, m'a-t-on dit, à vous être connectés. Et ce qui est remarquable, c'est que vous êtes issus d'à peu près tous les secteurs de l'économie française. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous aurez l'occasion de poser vos questions à nos experts. Et à l'issue de l'émission, ils pourront vous y répondre personnellement. Alors, en ce qui concerne le programme, on va parler de la boîte à outils des financements publics de la transition écologique dans un certain nombre de domaines, dans la décarbonation des industries intensives par exemple, dans le bâti, notamment le tertiaire, dans la mobilité durable, dans l'économie circulaire, l'agri-agro-écologique, et puis on n'oubliera pas bien évidemment le numérique, très concerné, bien évidemment, par la question. Alors, tout de suite, on va parler pourtant de fiscalité avant de parler de financement. On va commencer en quelque sorte par le bâton, vous ne nous en voudrez pas en quelque sorte, et se projeter donc sur le grand retour de la taxe carbone et des quotas d'émissions, qui évidemment ne pourront qu'augmenter dans le contexte actuel, et leurs conséquences pour les entreprises. Je suis avec Julien Pelfig. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, donc économiste associé chez Tage, spécialiste de l'économie de la fiscalité. Vous êtes aussi chercheur associé au CRED, le Centre de recherche en économie du droit, et puis chargé de cours à l'Université Paris 2, et puis également à l'ESCP, donc sur les matières de fiscalité. Alors, vous nous avez préparé un certain nombre de slides pour nous restituer, nous rappeler les enjeux considérables de la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Oui, tout à fait Arnaud, mais vous avez raison de préciser que l'Europe veut faire la transition écologique, et pour ça elle utilise à la fois la carotte et le bâton. Donc, la carotte, c'est le financement, donc c'est ce dont on va parler dans cette réunion, et puis le bâton, c'est l'accroissement de la fiscalité. Donc c'est ce dont je vais avoir le plaisir de vous parler. Eh bien alors allons-y avec ce premier slide. Bon, voilà, tout ceci. Et c'est pas, on ne va pas faire du catastrophisme, enfin c'est vrai que bon, ça nous impacte tous, on le sait. On va rappeler quand même. Oui, peut-être quelques chiffres pour se remettre dans le sujet dans son contexte. Alors le contexte, c'est le réchauffement climatique. Donc les émissions de gaz à effet de serre, ça augmente la température. On a maintenant suffisamment de données pour avoir des chiffres assez précis. En gros, si on fait rien, on est dans le scénario, la courbe rouge du graphique, donc une augmentation de la température de l'ordre de 4 degrés à horizon 2100, avec des conséquences complètement catastrophiques. Donc là, pour le coup, je ne vais pas casser l'ambiance au début de la présentation, mais c'est des centaines de millions de réfugiés, des déplacements de population, probablement des guerres, etc. etc. Donc il y a un objectif politique qui est maintenant assez bien assumé de changer ça, et donc de réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif affiché, c'est de limiter la réduction de l'accroissement de la température à 2 degrés, 1,5 degré. Ouais. Mais ça suppose des changements vraiment radicaux dans le mode de production de l'économie actuelle. Alors allons-y avec le slide suivant. Là aussi, vous nous avez préparé un certain nombre de chiffres, évidemment, sur ce réchauffement qui augmente. L'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est lié à la combustion des hydrocarbures. Et la combustion des hydrocarbures, elle est directement reliée à la croissance économique aujourd'hui. Donc on voit, on parle beaucoup de croissance verte, etc. Mais enfin, quand on regarde les chiffres, la production de CO2 liée à la combustion des hydrocarbures ne fait qu'augmenter. Elle a doublé là, récemment. Et donc, on voit la difficulté c'est-à-dire, si on voulait arriver à réduire le réchauffement climatique, il faudrait pratiquement qu'on inverse la courbe, c'est-à-dire qu'entre 2017 et 2030, on revienne au niveau de 1990. Donc, on voit que c'est compliqué. En termes de balance géographique, c'est ce qu'on voit là. Finalement, l'Europe et l'Amérique du Nord ont à peu près réussi à contenir leurs émissions de carbone. Par contre, c'est en Asie, et en particulier en Chine, où les émissions ont explosé.
Alors, il ne faut pas faire de mauvais jugements. Les émissions ont explosé en Chine parce qu'il y a beaucoup de consommation. Ça correspond à une délocalisation de la production dans ces pays qui correspond à de la consommation en Europe et aux États-Unis. Bon, et puis quand même l'explosion des niveaux de vie qui évidemment se traduit en matière de consommation. Est-ce qu'on a quand même des chiffres, des projections sur les années à venir, sur une diminution ou on va continuer à augmenter sur cette part des hydrocarbures, de la combustion des hydrocarbures dans la constitution du gaz à effet de serre? Sur certains pays, l'Allemagne par exemple a très bien réussi sa transition écologique et ils ont complètement changé leur mix de production énergétique vers des énergies décarbonées. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. En fait, le gros, comme on a vu dans le slide d'avant, le gros de la production de carbone, c'est l'Asie. Et là, il n'y a pas de projet à court terme de réduction de la consommation d'hydrocarbures. Alors, vous nous avez mis là un petit camembert très intéressant qu'on peut voir d'ailleurs sur l'écran. Est-ce que la composition du camembert, les parts en quelque sorte, vont évoluer, on peut penser, avec les premiers effets de l'incitation à mieux consommer, à mieux produire et à mieux taxer. Ouais. Alors, peut-être pour terminer les éléments introductifs, la production d'hydrocarbures, on peut se poser la question de à quoi elle est due, quels sont les secteurs qui produisent des gaz à effet de serre en consommant de l'hydrocarbure. Il y en a 3 grands. Donc c'est la production d'énergie, donc c'est les centrales électriques qui marchent au charbon ou au fioul, le transport, donc l'essence que vous mettez dans votre voiture, et l'industrie lourde, les processus comme l'acier, le charbon, etc. Et donc ces 3-là, ça fait à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Si on rajoute l'agriculture et le chauffage des bâtiments, vous êtes à peu près à 90%. Donc en fait, c'est ces secteurs-là qui sont les secteurs privilégiés. En fait, s'il faut faire quelque chose, il faut d'abord faire quelque chose pour réduire les émissions dans ces secteurs-là. Alors pour répondre à votre question, si on ne fait rien, c'est-à-dire si les pouvoirs publics n'interviennent pas, ne changent pas la réglementation en place, il y a peu de chances que le camembert change beaucoup de forme. Alors on va entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, mon cher Julien. Vous nous avez préparé un slide suivant qu'on va voir sur les dispositifs qui existent, la fameuse taxe carbone qu'on connaît bien et le marché de permis d'émission qu'on connaît bien de manière abstraite mais beaucoup moins de manière pratique. Alors avant qu'on entre dans le détail, est-ce que vous pouvez me rappeler, en quelque sorte, rappeler à nos auditeurs ce que c'est que ce marché du permis d'émission aujourd'hui pour un industriel, une cimenterie, un sidérurgiste, etc., qui a 2 usines par exemple et qui doit faire de gros progrès pour les décarboner? Ouais, je vais répondre à la question, mais peut-être juste si on fait un pas en arrière, en fait, donc l'objectif des pouvoirs publics, c'est de réduire la production de gaz à effet de serre. Pour ça, les instruments qu'il a à sa disposition, c'est ce que vous avez dit, c'est la fiscalité, la taxe et le marché des prix à polluer. Et la logique des deux est la même. C'est une logique qui consiste à augmenter le prix du carbone. Donc si vous augmentez le prix, les gens vont en consommer moins. Donc c'est ça l'idée. Et il y a des travaux d'économistes qui ont calculé l'élasticité. En gros, si vous augmentez les prix du carbone de 10%, ça conduit à une baisse de 6 à 7% de la consommation de carbone, en quelque sorte. Donc en gros, si on dit qu'il faut baisser de 40%, ça veut dire qu'il faut augmenter les prix du carbone de 60%. Bon, et donc les deux instruments, taxe et permis d'émission. La taxe, donc on l'a dit, on la connaît un peu, c'est en France la TICPE ou la TICFE, c'est une taxe c'est celle que vous payez, celle que vous payez sur l'essence, c'est un droit d'assise, ça augmente le prix des biens directement. Voilà. Alors le marché des permis à polluer, effectivement, votre exemple est bon, on peut illustrer avec un exemple. Disons qu'on a 2 usines qui émettent chacune 10 tonnes de carbone. Et on veut, donc ça fait 20 tonnes au total, et on veut baisser de 10% la production, donc 9 et 9. Alors on pourrait dire, toutes les deux, vous allez baisser passer à 9 tonnes, décarbonées de 1 tonne. Mais vous pouvez avoir une usine pour qui c'est très coûteux de baisser de 1 tonne, par exemple 100 €. Et une autre usine pour qui c'est très peu coûteux, 10 €. Donc l'idée du marché à polluer, c'est que les 2 usines peuvent s'échanger des permis à polluer. Donc on leur donne à chacune, au début de l'année, 9 permis de polluer, donc 9 permis d'émettre 1 tonne de carbone. Et l'usine qui est très coûteuse à dépolluer, elle peut acheter un permis à l'usine qui est peu coûteuse à polluer. Donc, si l'usine qui est très coûteuse, elle va dire à l'autre, vends-moi un permis de carbone à 15. Donc, ça veut dire que celle qui achète va avoir droit d'émettre 10 tonnes. Et celle qui dépollue à pas cher va dépolluer de 2 tonnes de carbone. Et donc, ça va coûter 20. Donc, à la fin, au lieu de faire 9 tonnes, on aura 10 tonnes, 8 tonnes. C'est le même effet, mais simplement, ça coûte beaucoup moins cher parce que le travail de dépollution est fait par l'usine qui est la moins compliquée à dépolluer. Alors, on a vu là les grandes caractéristiques. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout ça n'a pas très, très bien marché. On l'a dit, la taxe carbone qui est peut-être trop basse, évidemment. Et puis, pareil, sur le marché des quotas.
Oui, alors peut-être la slide d'après montre ça. Effectivement, l'idée de ces deux dispositifs, c'est d'augmenter le prix du carbone. Et en fait, quand on regarde la situation aujourd'hui en France, par exemple, on voit que le prix du carbone est très faible. Hein. Le seul secteur où le prix du carbone est élevé, c'est le transport, c'est l'essence. Mais pour tout le reste, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le tertiaire, on a des prix qui sont très bas. Alors c'est dû à deux choses. Pour les permis à polluer, en fait, à partir de 2008, il y a eu une baisse de la production industrielle en Europe. Et donc, en fait, il y avait trop de permis en circulation. Et donc, comme il y a beaucoup de permis en circulation, mathématiquement, le prix du permis baisse. Et pour ce qui concerne la taxe carbone, en fait, il y a d'abord, elle a un taux de base qui n'est pas très élevé comparativement à ce que ça devrait être. Mais en plus, il y a énormément de secteurs qui sont exonérés. Donc, pour de bonnes raisons, et des raisons économiques, parce que mais par exemple, donc le bois de chauffage, le transport aérien et maritime international, le transport aérien et fluvial intérieur, etc., etc. Et donc, en fait, c'est un trou de gruyère. Il y a peu d'entreprises qui payent la taxe carbone, ce qui explique que le prix au global est faible et ça ne crée pas les incitations nécessaires. Alors Julien, raison économique, vous le disiez, raison politique aussi, hein, bien évidemment. On a tous en tête l'épisode des Gilets jaunes. Si on peut passer au slide suivant, si on veut avoir les objectifs du fameux moins 40%, alors oui, là c'est juste pour confirmer ce que vous nous disiez. Et puis après, peut-être passer au slide suivant sur les objectifs à moins 40%. Voilà. Oui, donc ça, par rapport à 1990, ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de choses. Hein. Ben oui, donc on le voit, on a une tendance de fond de croissance de la production de carbone. Et si on veut que les choses changent, donc particulièrement faire moins 40, il va falloir frapper très fort sur la fiscalité. Donc c'est l'idée de la Commission, c'est effectivement de mettre en œuvre un ensemble de dispositifs fiscaux qui vont augmenter très nettement le prix du carbone. Donc l'idée, c'est de le faire passer de cette moyenne autour de 40 € à 250 à 300 €. Donc ça, il y a un ensemble de mesures pour ça. Donc d'abord, augmenter le taux de la taxe carbone. Hein, on a dit passer de 40 à 200 à 300. Étendre son champ d'application, donc réduire les exonérations, faire en sorte qu'un maximum de secteurs la payent. Donc ça, c'est pour la taxe. Après, il y a une réforme du marché des permis à polluer. Donc faire en sorte qu'il soit non plus donné comme aujourd'hui, mais mis aux enchères globalement, donc pour augmenter le prix plancher des permis. Et puis réduire massivement les quotas, donc faire en sorte qu'on en distribue de moins en moins. Donc ça, c'est-à-dire rendre beaucoup plus sévère l'application des deux piliers de la politique européenne. Et il y a d'autres types de mesures qui sont envisagées. La mise en place d'une taxe aux frontières. Donc l'idée, c'est que si on ne peut pas, dans un monde ouvert, avoir un prix du carbone très élevé en Europe et très faible ailleurs. Parce que dans ces cas-là, les entreprises vont délocaliser leur production ailleurs et importer les biens en Europe. Donc ça n'aurait aucun effet pour l'écologie. Ça aurait des effets catastrophiques sur l'emploi et la balance commerciale. Donc pour éviter ça, l'idée, c'est une taxe aux frontières où on taxe le carbone importé au même prix que s'il était produit en Europe. On arriverait facilement à le calculer ou pas, ce qui est produit, par exemple, en Chine ou au Brésil Non, c'est hyper compliqué, évidemment. Parce que et donc, c'est une des difficultés de la mesure, c'est sa complexité opérationnelle. Alors, il y a des idées forfaitaires de dire on va mettre tel prix en fonction de tel pays, mais c'est évidemment compliqué. Et puis, ce n'est pas forcément compatible avec les règles de l'OMC. Bon. Et puis, il y a aussi, quand même, pour être sur ces 250 €, il va y avoir quand même, quand on voit rappelez-nous le chiffre de la Pologne aujourd'hui. La taxe carbone. Ah oui, pardon, c'est 6 centimes à peu près. Voilà, et là, 250, bon, on ne va pas faire le multiplicateur, mais enfin, c'est absolument colossal. L'idée, c'est qu'on ait une harmonisation par des seuils, en quelque sorte, progressif, etc. Absolument, oui. C'est tout le problème de l'action européenne. Il va falloir, il faut que tout le monde soit d'accord, donc il y a une augmentation progressive, il y a des quotas différents pays par pays, etc. Ça va être des trajectoires. Alors, autre slide très intéressant, là, sur un certain nombre de technologies bas carbone, qui vont très, très, très positives, mais qui vont nécessiter un prix, oui, c'est la contrepartie du carbone élevé. Est-ce qu'ils auront les capacités de surmonter voilà. Si vous voulez, donc, si le prix du carbone atteint ces niveaux-là, ça va changer complètement la structure de production en Europe, parce que y a les industries, notamment qui sont intensives en énergie, vont plus pouvoir continuer à opérer exactement comme elles opèrent avec un prix du carbone à 300 €. C'est impossible. Et donc, plus le prix du carbone augmente, plus un certain nombre de technologies bas carbone deviennent économiques. Donc, on voit, par exemple, l'aluminium avec zéro carbone, production d'aluminium zéro carbone à partir de 60 € la tonne, donc pas très loin d'aujourd'hui, ça devient rentable de changer de technologie. Donc, il y a un vrai défi pour les entreprises aujourd'hui qui est elles ne peuvent pas, probablement, enfin, pour la plupart d'entre elles, continuer à produire comme elles produisent. Et donc, il y a l'obligation pour elles de modifier leur structure de production.
avec tout l'investissement que ça représente, puisque dans l'industrie, dans l'acier ou l'extraction de minéraux, changer de technologie de production, c'est des investissements de parfois de centaines de millions d'euros. Eh bien, savez-vous que j'ai regardé en préparant cette émission, il y avait une très très bonne étude faite par une grande banque française sur la sidérurgie. Et par exemple, le leader européen, on estime, on ne va pas le citer, mais tout le monde l'a en tête évidemment, que pour décarboner toutes ces installations en Europe, ce sera plus de 50 milliards d'euros sur plusieurs années, certains, évidemment, mais on est sur des montants considérables. En même temps, moi, ce qui m'a interpellé dans votre slide, c'est que finalement, bon, eh ben, on peut se contenter d'une taxe pas si haute que ça, finalement. Non, on va pas au-delà de 90-100. C'est qu'un petit exemple pour l'industrie. Donc, si on veut arriver, c'est mécanique, hein, si on veut arriver à une baisse aussi radicale que 40%, c'est-à-dire un changement radical de nos habitudes de production et consommation, il faut une augmentation de cet ordre-là, de 250-300 euros. Alors, vous nous avez encore préparé, je crois, un petit slide. Oui, pour conclure. Voilà, c'est une sorte de synthèse. Financement public. Donc synthèse, on est d'accord. C'est une introduction à les parties qui vont suivre. En fait, donc l'idée, c'est que je crois qu'il y a maintenant, la France a été, cette semaine, a perdu son procès pour carence fautive, spécifiquement sur le sujet de l'accroissement de la température, en fait, de son incapacité à limiter l'émission de gaz à effet de serre. Donc je crois qu'il y a une vraie volonté politique de changer. Et donc cette volonté politique, elle va se traduire, c'est à peu près sûr maintenant, par une augmentation de la fiscalité qui va prendre une forme ou une autre. Et les entreprises doivent s'adapter. Et c'est très coûteux. Et donc on passe au volet, donc l'Europe, qui a quand même bien conçu son projet, a aussi un volet carotte. Et donc il y a beaucoup d'argent sur la table pour aider les entreprises à financer cette transition, donc à financer ce changement d'appareil de production. Alors simplement, c'est toujours le même problème avec ces sources de financement. Elles sont très compliquées, il y en a plein. C'est pas tout à fait les mêmes objectifs à chaque fois, donc c'est tout l'intérêt de cette conférence. Alors, pour conclure, vous nous dites que c'est évidemment des changements très, très, très coûteux. Est-ce qu'on a déjà des projections de chiffres, ou est-ce que c'est lire dans le mar du café, la boule de cristal, c'est absolument impossible? On est en centaines de milliards d'euros, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui, absolument. C'est un changement radical, donc c'est des centaines c'est un peu la boule de cristal, mais on parle de centaines de milliards d'euros. On parle d'un changement radical de l'appareil de production en Europe. Bon, le message à faire passer quand même à tous ceux qui nous écoutent, hein, notamment les industriels, mais pas seulement, on l'a dit, hein, c'est tous les secteurs qui vont être impactés, c'est que c'est inévitable. A priori, on peut penser que le pli est pris, que c'est inévitable, et qu'on est sur des gros montants, ou vous pensez que c'est quand même le politique qui va quand même, et le lobbying, qui va quand même réduire tout ça? Tout va se décider cette année, en fait. Hein. Donc, les mesures principales du New Green Deal doivent être votées en mi-2021. Donc, bon, parfait. Merci à vous, mon cher Julien. Julien Pelfig, donc économiste associé chez Tage. Merci donc. Et une fois ce décor de la fiscalité posé, eh bien, nous allons nous intéresser, je le disais tout à l'heure, au secteur que l'on va passer en revue, et donc au financement que la puissance publique européenne ou nationale devra ou pourra mettre en place pour aider les entreprises à supporter ces coûts. Alors, on ne va pas faire un catalogue des aides publiques qui sont parfois un peu fastidieuses. D'abord, c'est très difficile d'être exhaustif, évidemment. Et puis, chacun va penser à celles qui les intéressent et ne sera pas intéressé par les autres, etc. Donc, on va essayer plutôt, et puis en plus, ça évolue très vite, on va essayer plutôt de vous proposer, en quelque sorte, quelles sont les priorités, les objectifs aujourd'hui, tant au niveau européen qu'au niveau français, pour ces secteurs, qu'on va donc balayer avec des illustrations concrètes et puis dans une logique de boîte à outils. Alors, nous allons débuter cette partie donc, des secteurs avec la thématique des industries énergie intensives. On en a un peu parlé avec Julien. Vous avez vu la sidérurgie, la papeterie, l'extraction, etc. Et puis avec le bâti, qui est un très très gros sujet. D'une part, alors avec Vincent Chaléa. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour, vous êtes directeur chez Tage. Vous êtes très présent sur des sujets de financement, de R&D et puis des projets d'investissement dans l'industrie. Et puis ma chère Fanny, bonjour. Bonjour. Voilà, Fanny Lange, vous êtes directrice chez Deloitte Développement Durable, Deloitte France, voilà, sur tout ce qui est l'activité développement durable, en plein développement, évidemment, chez vous. Alors, mon cher Vincent, voilà, nous avez préparé un petit slide, on va parler d'énergie intensive. Moi, j'avais vu, par exemple, un poste de 9 milliards d'euros, 9 à 10 milliards d'euros, qui est dédié à la décarbonation de l'industrie dans le plan de relance français,
par exemple. Alors, vous nous avez préparé un certain nombre de slides. On voit bien là les objectifs gouvernementaux, les objectifs donc les différentes sources de financement, etc., notamment pour l'investissement dans l'efficacité énergétique. On peut penser que ce sera le poste évidemment le plus impacté. Où en est cette stratégie du gouvernement? S'il fallait la résumer, est-ce qu'elle est bien claire? Est-ce qu'elle est bien identifiée? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle se déploie? Beaucoup de questions. Alors, on peut commencer par dire que la stratégie du gouvernement, elle se maintient. Ouais. On est sur, comme vous venez de le dire, des objectifs de diminution de l'énergie consommée par les industriels et plus généralement la décarbonation. Néanmoins, dans le contexte du plan de relance, il y a la volonté d'accélérer, de permettre aux industriels de diminuer massivement et à court terme leurs impacts environnementaux. Donc c'est plus d'1 milliard d'euros qui sont proposés au travers du plan de relance et derrière viennent d'autres dispositifs comme le programme des investissements d'avenir. L'ADEME qui anime bon nombre des dispositifs qui sont liés à cette transition environnementale prévoit même d'élargir le spectre des projets qui peuvent être financés. Normalement, dans quelques semaines, on devrait avoir un nouvel appel à projet suite à une sollicitation de bon nombre d'industriels à l'automne dernier. Alors, les secteurs qui sont concernés en priorité restent les mêmes, ceux qui sont les plus émissifs en termes de dioxyde de carbone. Donc, on va retrouver les aciéries, papeteries, cimenteries, matériaux de construction. Néanmoins, il y a de la place pour tous les industriels qui sont prêts à moderniser leur outil industriel et également à innover sur des solutions qui seraient prêtes à être industrialisées très rapidement. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des changements qui se font. Par exemple, la sidérurgie, c'est 7% des émissions de CO2 et on estime qu'il y a déjà 20% à peu près de cette production d'acier en Europe qui est décarbonée totalement ou partiellement. Alors, les nouveaux procédés de fabrication, est-ce que ça peut jouer? Il y a des choses qui sortent ou est-ce qu'on est encore là aussi dans les cartons? Je pense aux fameux puits de carbone, on en a beaucoup parlé avec Musk par exemple, aux électrolyseurs pour la production d'électricité par hydrogène sur les sites industriels. Est-ce que là aussi, il y a des choses qui se font? Alors c'est intéressant de regarder quels sont les projets qui ont été sélectionnés par le gouvernement dans le cadre des premiers appels à projets du plan de relance. Les 16 premiers projets choisis sont des projets qui visent l'efficacité énergétique, avec notamment le renouvellement d'équipements sur des procédés générateurs de chaleur ou leur optimisation. On peut aussi remarquer des industriels qui cherchent à combiner à la fois efficience énergétique et économie circulaire. Ce type de combinaison très intéressante devrait, à mon sens, se développer de plus en plus dans les années à venir. On va voir aussi des grands projets pour les grands industriels très émetteurs en termes de dioxyde de carbone d'ici 4-5 ans, notamment sur l'hydrogène, sur le Fonds pour l'innovation, appel à projet porté par l'Europe, sur son volet grand projet donc, qui s'est terminé fin octobre dernier, il y a à peu près un tiers des candidatures qui portaient sur des sujets hydrogène. Donc c'est vraiment un sujet phare, central pour ces industriels. Comment est-ce que je transforme mon cycle productif pour générer de l'hydrogène et l'utiliser pour diminuer mon impact environnemental dans ma production. Alors, sur le photovoltaïque dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a des gros projets en Europe et en France, notamment dans l'Est, et avec cette idée de reconquérir une partie quand même de souveraineté nationale sur un sujet aussi sensible, est-ce que vous pensez que les industriels vont s'en saisir et vont s'en équiper massivement à moyen terme, maintenant qu'on aurait peut-être une production un peu plus vertueuse? Alors, le photovoltaïque, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler chez nos énergéticiens, et également pour les particuliers. Néanmoins, dans le domaine de l'industrie, c'est une solution technique qui est restée un petit peu en retrait. L'ADEME estime que pour générer des températures de moins de 200 degrés, il y a 30% de l'énergie qui est consommée annuellement qui pourrait être générée via des solutions solaires thermiques. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des applications très concrètes, nombreuses, qui peuvent se faire dans l'industrie. Et tous les ans, l'ADEME lance un appel à projet sur ce type de solutions solaires thermiques qui recherchent des surfaces d'installation qui ne sont pas exorbitantes. On parle de moins de 300 mètres carrés. Donc, a priori, on
va avoir de plus en plus de solutions industrielles sur cette technologie dans les prochaines années. C'est-à-dire que ce soit des technologies qui sont de plus en plus intégrées, en quelque sorte, au processus industriel. Alors, dans tous ces domaines, est-ce qu'on commence à vous solliciter? Est-ce que vous avez l'impression que les industriels en ont pris conscience et que c'est maintenant qu'il faut venir frapper à la porte? Alors, on a deux types de clients qui viennent nous voir ces derniers temps. On a des clients qui sont très intéressés par les nouvelles opportunités amenées par le plan de relance, les renforcements de budget, qui découvrent aussi d'autres dispositifs qui préexistaient. Là, on a plutôt des clients qui sont en train de repositionner des priorités d'investissement au regard des financements qui peuvent leur être apportés. Il y a également d'autres clients qui sont engagés dans des projets de développement depuis longtemps et qui, au travers des financements, cherchent à avoir de la crédibilité et plus de visibilité. Dans les deux cas, ce sont des clients qui sont très déterminés dans leur souhait d'être dans la transition environnementale. Bon, parfait. Merci à vous, mon cher Vincent, pour ce premier volet. Vous reviendrez nous voir sur la digitalisation, la question du data qui consomme aussi beaucoup, voir comment aussi les industries du numérique peuvent s'adapter. Merci à vous donc, pour ce volet sur la décarbonation des entreprises intensives. Il y avait aussi d'ailleurs les certificats, les fameux C2E, vous savez, les certificats d'économie d'énergie. Juste un petit mot, Vincent m'en avait parlé tout à l'heure, il m'avait dit, vous savez, il n'y a pas que dans le tertiaire, il y a aussi dans l'industrie où les industriels peuvent bénéficier de ces certificats. On a tendance à l'oublier, voilà, qui est rectifié. Alors, on va passer au bâti avec vous, ma chère Fanny Lange. La question du bâti qui est très importante, évidemment, parce qu'il y a le bâti existant et puis il y a le bâti à construire, très impacté par la nécessité, évidemment, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas toujours facile. Je crois que vous avez préparé un petit slide sur justement cette nécessité. Rappelez-nous, si vous voulez bien, les enjeux de la transition écologique pour le bâti existant et à construire. On le voit sur vos chiffres, d'une façon générale, les progrès apparaissent assez faibles aujourd'hui. Oui, alors en fait, on va commencer peut-être en quelques mots par les enjeux. Les enjeux du bâti, de la construction en général sont divers. Les impacts sur l'environnement, il y a un impact évidemment d'artificialisation des sols, donc il peut avoir un impact sur l'infiltration des eaux, l'érosion, etc. Il y a un impact sur la biodiversité, puisque plus on construit, moins il y a de places disponibles, on coupe des corridors de biodiversité, donc il y a effectivement ces impacts-là. Et puis on pense évidemment aux matériaux de construction, donc qui sont à la base surtout pétro-sourcés, avec de plus en plus de transition vers des matériaux comme le bois ou le chanvre pour la construction ou l'isolation. Et enfin, il y a le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc sur ce sujet-là, effectivement, on voit que le bâti, en général, c'est 20% des consommations d'énergie de la France. Et donc, pour que la France puisse atteindre ses objectifs en termes de décarbonation, il y a effectivement un levier fort sur le bâti. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur le résidentiel, mais que finalement, sur le tertiaire, les surfaces augmentent fortement, et notamment les surfaces de bâtis tertiaires chauffés ou climatisés. Et donc, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie de ce bâtiment tertiaire n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. Et oui, c'est un peu toute la contradiction, parce que c'est vrai qu'on continue à construire. On a beaucoup construit, les centres commerciaux, tout ce qui est le bâti tertiaire, les agences, etc., les entrepôts, et tout ça, évidemment, a un coût environnemental, même si on progresse individuellement en quelque sorte. Alors, vous nous avez préparé là aussi un petit focus sur ce qu'on appelle le décret tertiaire, pour faire simple, qui a été mis en place pour les surfaces de plus de 1000 m², c'est ça, voilà, et qui est entré en vigueur il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Alors, rappelez-nous un peu, c'est assez ambitieux sur le papier, rappelez-nous les objectifs et puis les financements qui sont prévus. Donc les objectifs du décret tertiaire, c'est d'embarquer l'ensemble du bâti tertiaire. Donc on parle de plus d'1 milliard de mètres carrés. C'est, comme vous l'avez dit, les chaînes d'hôtels, de restauration, ça concerne les gestionnaires de crèches ou de maisons de retraite, ça concerne énormément d'entreprises, donc c'est vraiment très large. Et l'objectif, c'est d'atteindre une réduction de moins 40% des consommations d'énergie en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050 par rapport à une année de référence. Et on est parti pour y arriver ou pas ? Alors, les entreprises se mettent en route. Le décret, comme vous l'avez dit, a été publié en 2019. Il y avait pas mal d'interrogations sur le périmètre d'application, comment calculer, quelle année on fait référence, etc. Donc là, tout le monde était un peu dans le flou et commence à
à s'organiser. La première année de déclaration, ça sera donc en septembre 2021. Donc oui, tout le monde est réglementairement... Dans les starting blocks, en quelque sorte. Exactement. Et alors, est-ce que vous avez des exemples à nous donner, là, des prospects là aussi, ou de clients qui se projettent déjà sur cette évolution de manière très concrète, et est-ce qu'ils ont déjà l'estimation du coût, en quelque sorte, qu'ils vont devoir supporter du coût supplémentaire par rapport à tout ce qui est budgété? Alors, on a des prospects, effectivement, et des clients qui viennent nous voir pour qu'on les aide à définir le périmètre et surtout à mesurer et à calculer leur consommation d'énergie, puisque dans le cadre du décret, il s'agit de se référer à une année de référence, donc il faut pouvoir calculer de manière précise les consommations d'énergie de son bâti. Il y a des petits éléments techniques de grappes de bâtiments. On peut rassembler des bâtiments plus énergivores avec des bâtiments moins énergivores pour compenser. Donc il y a un certain nombre de travaux préliminaires à faire et on les accompagne sur à la fois la définition du périmètre, le calcul de l'empreinte et puis évidemment le plan d'action, comment piloter la réduction au fur et à mesure pour atteindre les objectifs en 2030, puis 2040, puis 2050. Et en termes de financement disponible, effectivement, il y a 200 millions d'euros qui sont prévus pour accompagner les entreprises à se saisir de ce sujet-là, qui est un sujet donc, de réglementation. Hein. Donc là, on est quand même aussi sur le bâton, entre guillemets. Il y a une volonté de l'État d'utiliser ce levier de la réglementation pour accompagner les entreprises et les inciter à réduire leur consommation d'énergie sur le bâti tertiaire. Eh bien, parfait, c'était très bien. Merci à vous, donc, ma chère Fanny. Vous reviendrez vous aussi tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, nous parler d'agri-agro, autre secteur très important, très impacté, et où la dimension écologique va prendre évidemment une dimension cruciale dans les années à venir. Merci à vous, donc, ma chère Fanny. Et nous allons maintenant aborder une partie seulement du volet très très épais, du chapitre très très épais de la mobilité. Et on va partir par la magie de la visio à Lyon, la capitale des Gaules, retrouver Rémi Barnéou, associé chez Tage. Bonjour Rémi, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Ben voilà, la magie, on le disait, de la technique, ça a du bon. Vous êtes ingénieur, d'ailleurs associé chez Tage, mais ingénieur, astrophysicien d'ailleurs de formation, ce n'est pas anodin, et vous connaissez bien l'amont et l'aval de la recherche. Vous pilotez d'ailleurs des équipes multidisciplinaires d'ingénieurs et de spécialistes financiers, notamment dans le cadre du crédit impôt recherche. Je me souviens d'un webinaire qu'on avait fait sur le sujet, absolument passionnant, avec donc les experts de Loitage et donc vous-même. Merci mon cher Rémi. Donc j'avais noté que le plan de relance français, rien que le plan de relance, c'est à peu près 10 milliards qui est destiné donc à la mobilité. Alors vous nous avez préparé un petit slide, voilà les objectifs gouvernementaux et les aides pour le transport. On va les passer en revue les 4 grands pavés que vous avez déclinés, ça vous va en commençant par l'énergie. Bon ça paraît idiot. Mais évidemment, c'est le b.a.-ba, c'est d'améliorer la performance énergétique des véhicules légers et lourds. C'est par là que ça commence, quoi. Oui, tout à fait. Donc, le plan se décline en 4 axes. Donc, améliorer la performance énergétique des véhicules, décarboner l'énergie consommée par les véhicules en adaptant les infrastructures. Le but, c'est d'atteindre pour l'État 35% de véhicules particuliers neufs électriques ou à hydrogène en 2030 et 100% en 2040. Troisième axe, alors maîtriser la croissance de la demande en optimisant l'utilisation des véhicules. Donc c'est bien beau de développer des véhicules plus propres, de mettre à disposition une infrastructure pour les alimenter, mais on peut aussi faire des économies substantielles en utilisant mieux ces véhicules. Et quatrièmement, on abordera à la fin le plan hydrogène, l'aspect transport en fait. Oui, parfait. Alors justement, donc pour revenir au premier pavé, améliorer la performance énergétique des véhicules, qu'ils soient donc légers ou lourds. Est-ce que vous avez des exemples de projets là concrètement qui visent donc à améliorer cette performance? Qu'est-ce que vous pourriez nous citer? Oui, tout à fait. Alors, vous savez que la filière automobile française a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Et en avril dernier, le secteur a connu une baisse moyenne d'activité de 80%. En fait, il y a eu moins d'immatriculations en 2020 qu'en 1975. Donc voilà, pour soutenir la filière automobile, si on parle que de cette filière-là, 3 directions ont été retenues pour le plan de soutien.
un renouvellement du parc automobile français en faveur des véhicules propres. Donc, vous avez peut-être entendu parler du bonus pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, hein, jusqu'à 5 000 € par véhicule pour les flottes de société, par exemple, les bonifications de primes à la conversion, aussi l'accélération du déploiement des bornes de recharge électrique. On vise d'avoir 100 000 bornes électriques d'ici la fin 2021 en France. Après, un plan de soutien des entreprises en difficulté. Bon, ça, je pense que tout le monde est bien au courant. Et le dernier point, investir et innover pour produire les véhicules de demain. C'est peut-être le point où je voudrais mettre un peu plus d'accent. Parce que plus largement, il y a de nombreux appels à projets et mécanismes disponibles dans le plan de relance. Il y a des actions sur la mobilité du quotidien, développer le plan vélo, les projets de transport en commun. Il y a des projets de soutien à la recherche en aéronautique pour développer l'avion vert de demain. On parle de 2 milliards d'euros. Il y a des projets aussi d'accélération des développements des écosystèmes. Et finalement, il y a le soutien au secteur donc de l'automobile avec le fonds de soutien à la R&D Coram, par exemple, où il y a 150 millions d'euros par année. Alors, oui, mon cher Rémi. Donc le deuxième, bon, les infrastructures, vous l'avez dit, déjà les bornes, hein, c'est absolument considérable. Il va falloir que tout le monde se mette en marche, les industriels, les collectivités, etc. etc. Le troisième pavé là, qui m'intéresse, c'est la question de l'utilisation des véhicules. À l'heure de l'autopartage, à l'heure du télétravail, y compris peut-être demain dans sa voiture avec le véhicule autonome, comment l'usage de véhicules va impacter et être impacté par la transition écologique? Là aussi, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Tout à fait. Il y a des projets très intéressants en ce moment, par exemple sur les autoroutes intelligentes. Oui. Vous avez des autoroutes bourrées de capteurs où vont pouvoir circuler des navettes plus ou moins autonomes qui vont pouvoir rouler en train et avec comme objectif de fluidifier le trafic d'une façon incroyable. Ces projets-là pourront être financés par divers dispositifs. Par exemple, à l'ADEME, on a un appel à projet sur l'accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants. Au niveau européen, Horizon Europe, on a le programme 2.0, on a le programme aussi du CEF Transport. Donc tout ça, c'est des projets intéressants en ligne. Je vais peut-être vous donner un exemple concret qui a été monté et piloté par Transdev. C'est un projet qui a intégré une offre de mobilité publique et privée comprenant le véhicule individuel, les voitures et les vélos. En fait, c'est le développement d'un véritable GPS multimodal, une application sur votre smartphone qui vous permet en fait de calculer un itinéraire en temps réel, mais aussi une prédiction à 1 heure sur tous les services de mobilité, donc qui comprennent le transport en commun, votre voiture individuelle, votre vélo, les places de parking. Voilà. Bon. Et ça, c'est un projet qui a été soutenu par l'ADEME et l'Union européenne grâce au programme CF for Transport. Bon, ben ça, à vous entendre et à vous voir, on voit que c'est un sujet qui vous plaît, hein, mon cher Rémi. Mais je suis sûr que le sujet de l'hydrogène aussi vous plaît, l'ingénieur que vous êtes. Alors, c'est l'autre aspect très, très important dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a énormément de projets. Vous avez vu, par exemple, l'idée de Total et d'Engie qui ont signé pour faire la plus grosse usine au monde de production d'hydrogène vert, absolument considérable, avec de la production électrique. Alors, en ce qui concerne les transports plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'hydrogène ? Alors, au niveau du plan hydrogène, on voit sur la première période du plan hydrogène qui dure jusqu'en 2030, sur la période 2020-2023, on a à peu près 27% des projets qui concernent la mobilité et le transport. Donc, alors, vous allez me dire, l'utilisation de l'hydrogène dans les transports, ce n'est pas un concept nouveau. C'est un peu un retour vers le futur, si vous voulez. Les dirigeables en hydrogène ont été les premiers modes de transport long courrier. Ils ont connu leur heure de gloire dans les années 1920-1930 avec les premières liaisons transatlantiques. Bon, après leurs heures de déchéance quand même, quand ils ont explosé. Bon. Eh bien, exactement. Avec la tragédie de l'Hindenburg en 1937, ça a mis fin à la carrière des dirigeables. Donc, l'hydrogène, c'est une bonne source d'énergie, mais elle est très dangereuse. Donc, le développement de ces dernières années de nouvelles technologies de production, par de l'électrolyse, production plus propre à partir des hydrocarbures, surtout de nouvelles technologies de stockage avec des systèmes de compression élevés, et l'utilisation de l'hydrogène avec des nouvelles piles à combustible à membrane échangeuse de protons, ça remet ce type d'énergie au goût du jour. Dans le ferroviaire, en ce moment, voilà, c'est ça. En ce moment, par exemple, chez nous, on a Alstom qui a développé des trains régionaux très innovants avec sur le toit
l'hydrogène qui est stocké à 350 bars, une pile à combustible qui permet de fabriquer ces électrons qui sont captés, redirigés vers un ondulateur et qui est transmis à la chaîne de traction. Bon, là aussi, il y a Et des tous ces financements. projets, voilà. Voilà, des gros financements, on l'a vu. Voilà, déjà, sur 7 milliards, la filière hydro, il y aura 2 milliards pour la mobilité, c'est ça, très prochainement. Et en tout, déjà, sur l'hydro, sur les prochaines années, parce que c'est un plan jusqu'en 2030, on est à 3,5 milliards à peu près. Bon, on est sur des montants absolument considérables, Rémi. Alors, on va voguer de manière, parce que vous nous avez parlé de plein de secteurs, mais il y a un autre secteur qui consomme pas mal. Voilà, et là, on voit un superbe galion qu'on va voir à l'antenne. Il y a d'autres secteurs qui consomment pas mal et où on peut faire de gros progrès. Et je sais que c'est un secteur que vous aimez bien aussi, vous, le Québécois que vous êtes d'origine, c'est le maritime. Tout à fait. En fait, quand on regarde la part des gaz à effet de serre émis par les différents modes de transport, on voit que le transport maritime, en fait, est à égalité avec le transport ferroviaire, donc autour de 13%. De façon encore plus frappante, si on regarde les émissions d'oxyde de soufre, ça, ce sont des gaz nuisibles pour la santé et qui contribuent fortement à la formation des pluies acides. Les deux plus grands armateurs européens émettent autant de ces gaz d'oxyde de soufre que toute la flotte automobile européenne. Donc, on constate aujourd'hui un autre retour vers le futur, si vous voulez, en termes de technologie, le développement de cargos à voile géants et des infrastructures portuaires correspondantes. En ce moment, il y a des projets chez les armateurs et les constructeurs qui construisent des navires de croisière hybrides qui peuvent aller jusqu'à 20 000 tonnes, atteindre 71 nœuds, transporter 300 passagers. Donc, c'est un peu le retour du galion espagnol qu'on voit voguer. Mais ça, ce sont des projets pour de gros industriels ou est-ce qu'il y a de la place pour des industriels qui sont sur des niches en quelque sorte? Je pense sur les voiles, par exemple, sur les gréements, sur les accastillages, etc. On peut avoir de la place pour des plus petits industriels qui peuvent être intéressés? Tout à fait. Il y a des petits projets en ce moment en France, dont un qui a été soutenu par l'ADEME, où c'est un projet de transport transatlantique de marchandises par voilier. Et ça permet, ça permet d'avoir une certification transport par voile de vos équipements. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que la transition écologique pour les transports, elle n'est pas réalisée et financée qu'au travers du développement du photovoltaïque, du moteur électrique, des trains à suspension magnétique type Hyperloop et autres technologies futuristes. En fait, une partie des objectifs peuvent être remplis par un retour aux sources technologiques plus anciennes. On parle du vélo, de l'hydrogène, des voiles, construction de navires en bois, etc. Bon, j'ai bien aimé le retour vers le futur, mais vous nous reviendrez plus vite, évidemment. Merci, mon cher Rémi, d'avoir été en notre compagnie depuis Lyon. Je sais que vous êtes intarissable sur le sujet, tellement vous le connaissez bien. Et c'est vrai que c'est un sujet tout à fait excitant, évidemment. La question de la mobilité, tout aussi excitant, c'est le sujet de l'économie circulaire, où on sait qu'il y a énormément de choses qui se font déjà et qui vont se faire, poussées par les pouvoirs publics et surtout par l'opinion. Eh bien, je suis avec Lucille Chabanel. Bonjour, ma chère Lucille. Bonjour, Ravi de vous retrouver. Vous êtes avocat associé aussi chez Tage, bien sûr, où vous dirigez le département d'une 60aine de personnes qui est sur les financements publics, d'une façon générale, dont l'innovation et bien sûr la transition écologique. Alors, là aussi, vous nous avez préparé un petit slide. Rappelez-nous un peu quels sont les enjeux de l'économie circulaire entre, évidemment, les objectifs et les dispositifs. Bon, on sait qu'il y a un cadre actuel qui existe maintenant, une feuille de route de l'économie circulaire qui existe depuis la FREC, voilà, c'est ça. Feuille de route économie circulaire. La FREC, c'est chic. Depuis 2018. Alors, les choses sont à peu près claires. Les objectifs sont posés et les financements sont en face. Alors, je pense que maintenant tout le monde situe bien cette idée de passer de la linéarité à la circularité avec cette feuille de route économie circulaire qui est illustrée à gauche. Et donc, peut-être c'est important de dire sur les financements publics qu'on n'est pas uniquement sur des nouveaux financements du plan de relance. C'est un sujet où il y a les financements déjà habituels, où le contexte actuel peut être une occasion de revenir dessus et de les activer pour les entreprises qui ne les ont pas déjà activés. Et j'en citerai deux exemples un peu significatifs. Vous avez le PIA3 qui a encore des fonds, l'appel à projet démonstrateur de grande envergure avec un grand volet économie circulaire
est ouvert là avec la prochaine échéance à fin mars. Donc beaucoup d'entreprises sont en train de monter des projets. Ouais. Vous avez dedans des projets attendus en matière d'éco-conception, de valorisation de coproduits, d'hausse de la part des matières premières recyclées dans une chaîne de valeur sur un produit. Puis il y a également tout ce qui est autour de l'usage avec des projets attendus sur l'économie de la fonctionnalité. Alors pour donner un exemple concret, dans le dernier appel à projet, tout ce que je dis est évidemment public. Vous avez pu avoir une société qui s'appelle Lactips qui a été financée à hauteur d'à peu près 13 millions d'euros, donc c'est conséquent dans cet appel à projet-là, pour le développement de plastiques innovants qui polluent moins les océans et ce genre de choses. Si on se déporte un peu vers l'Union européenne et sur ce qui existe déjà, eh bien on a depuis 2014 ce macro-partenariat public-privé, on va l'appeler comme ça, qui est le Bio-Based Industries Joint Undertaking. Donc on est en fait sur tout ce qui est les acteurs des bio-industries et de la bioéconomie. Et donc vous avez tout un ensemble économie circulaire, tout ce qui est... chaque année, vous avez des financements. Alors, il n'y aura pas d'appel à projet BBI Joint Undertaking cette année, mais en revanche, c'est un acteur qui va contribuer à la feuille de route Horizon Europe qui est en train de sortir, là, qui va être publiée en avril, vers avril prochain, avec des échéances à cet été, avec tout ce qui est bioplastique, biodégradable et des solutions aussi pour la fin de vie. Donc, on voit bien cette idée d'aller du début à la fin de vie et de revenir au début. Alors, quels sont les objectifs, les nouveaux financements dans le contexte actuel? Là aussi, vous en avez listé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous les détailler et nous mettre l'eau à la bouche? Je vais essayer. Il y a un acteur qui est un petit peu central et que mes camarades ont déjà nommé, qui est l'ADEME. Sur l'économie circulaire, c'est très clairement un acteur clé avec ce type d'appel à projet national. Et je voudrais aussi insister sur la dimension régionale et sur des guichets et des prises de décision régionalisées. De l'ADEME. De l'ADEME, oui. Vous avez par exemple en ce moment ouvert, et sur Internet on peut suivre les nouvelles ouvertures, l'appel à projet économie circulaire de l'ADEME Pays de Loire, qui est un guichet unique avec le Conseil régional, l'ADREAL et l'ADEME. Et on retrouve les sujets clés économie circulaire, éco-conception, économie de la fonctionnalité, et puis tout ce qui est l'accompagnement de filières bien précises, le BTP, les plastiques. Et c'est intéressant, ils ont rajouté une possibilité, nouvelle filière. Donc des acteurs qui rentrent, qui ne sont pas listés dans ces filières-là, peuvent rentrer aussi. On a, alors dans le cadre du plan de relance, cette fois, l'appel à projet hors place. Donc là, c'est l'ADEME aussi. C'est le recyclage plastique. Ça veut dire, objectif recyclage plastique. Donc là, ça vise à ce que les acteurs de tous les autres secteurs et des acteurs de la plasturgie et des matériaux plastiques qui montent en puissance. Et donc, c'est vraiment les acteurs de la plasturgie et des plastiques qui sont attendus comme répondant à cet appel à projet. On peut citer aussi, alors je vais faire exprès de citer un appel à projet que vous n'attendez peut-être pas sur l'économie circulaire, puisque ce n'est pas son objet premier, c'est l'appel à projet résilience. C'est vraiment un objectif de souveraineté industrielle, qui est l'objectif principal, avec 5 industries stratégiques. Donc vous imaginez bien que dans l'industrie agroalimentaire, il y a un volet économie circulaire. On va en parler tout à l'heure, oui. Quand on pense à Carrefour notamment, on est en plein dedans, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Et puis il y a un autre acteur, une des 5 industries stratégiques, c'est les intrants pour l'industrie. Ouais. Et dans les intrants, vous retrouvez le plastique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les acteurs du plastique sont aussi dans une logique évidemment d'industrie stratégique à reconquérir. Donc l'économie circulaire qui a sa place. Et puis il y a le PIA 4 aussi, c'est ça? Exactement. Alors, qui a été annoncé par le gouvernement, la feuille de route début janvier. Et vous avez un des axes stratégiques autour de l'accélération de la recyclabilité. Et les appels à projets vont sortir au fur et à mesure. Mais ça va être là des aspects peut-être aussi plus R&D avec des consortiums multi-acteurs autour de ces sujets-là sur toute la chaîne de valeur. Bon, parfait. Merci à vous, évidemment, là aussi, sur cette présentation extrêmement synthétique et bien faite sur les objectifs et sur ce qui existe dans un secteur qui monte, bien évidemment, c'est l'économie circulaire. Autre secteur très important, surtout dans un pays comme la France, évidemment, c'est l'agricole et l'agroalimentaire, très important parce que sur l'agroalimentaire, nous avons tendance à avoir régressé. Nous qui avions des positions d'excellence, nous sommes aujourd'hui moins bons sur l'export notamment, touchés par la concurrence des Hollandais ou des Allemands par exemple. Et donc il faut réagir. Et est-ce que c'est peut-être par les financements verts et donc par des logiques de process et des logiques de commercialisation plus vertueux qu'on peut y arriver? Eh bien, on va passer tout ça en revue avec vous, Fanny, de nouveau, qu'on retrouve. Et puis c'est Lucille qui nous
rejoindra là aussi tout à l'heure pour compléter ce que vous nous aurez dit. Alors, l'agricole, évidemment, aujourd'hui, de l'agricole, de la fourche à la fourchette, on connaît tous aujourd'hui l'expression qui a fait Flores, eh bien, c'est toute une chaîne de valeur qui s'est dégagée, en quelque sorte, et ça, aujourd'hui, tout le monde l'accepte, toutes les parties prenantes sont intégrées, sont composantes de cette nouvelle chaîne. Oui, oui, tout à fait. Chaque maillon de la chaîne de valeur a des enjeux bien spécifiques d'impact sur l'environnement, des enjeux de transition qui est spécifique à chaque maillon, de production, de transformation, de distribution. Mais il y a aussi évidemment des enjeux transverses. Si on prend un exemple concret qui est très important aujourd'hui, qui est ce sujet du carbone, de la neutralité carbone. Pour une entreprise agroalimentaire, l'atteinte d'une décarbonation au niveau de l'entreprise passe à la fois par des activités au niveau de l'efficience énergétique, de ses process industriels, etc., mais aussi des travaux avec sa chaîne de valeur, avec ses fournisseurs, avec les agriculteurs qui travaillent avec eux, parce que évidemment, il y a des choses à travailler tout au long de la chaîne de valeur, et donc cette collaboration est évidemment essentielle pour répondre aux enjeux de la transition. Oui, c'est ce qu'on avait vu. Alors, est-ce que c'était un vœu pieux ou est-ce qu'au contraire, c'est en train maintenant de se mettre en place lors des États généraux de l'alimentation, vous savez, traduit par la fameuse loi Egalim. Alors, vous nous avez préparé justement un autre slide, je crois, qui est en quelque sorte un focus sur la transformation des systèmes en cours. Et puis, vous avez pris un ou deux exemples. Voilà, on va aller voir, si vous voulez bien, messieurs de la technique, voilà, et on liste un peu tous les systèmes. Donc effectivement, c'est un aperçu des grandes transformations qui sont déjà en cours dans le milieu agricole et agroalimentaire. On ne va pas tous les passer en revue, mais je voulais prendre quelques exemples concrets de clients qu'on accompagne sur des programmes de transformation de leurs filières agricoles pour aller vers donc, cette transition agroécologique. Par exemple, des acteurs français ou internationaux d'industrie agroalimentaire ou de chaînes de restauration qui travaillent avec leurs fournisseurs et avec les agriculteurs de leur chaîne de valeur pour des améliorations de pratiques agricoles, une réduction de l'impact environnemental, pour travailler également à un meilleur revenu pour les agriculteurs, par exemple. Et ça, par exemple, c'est concret, le revenu, on le retrouve par exemple dans l'achat du blé, que va faire par exemple, moi je me souviens d'un sujet qui m'avait frappé, d'un grand nom de la restauration rapide, qu'on ne va pas citer mais que tout le monde a en tête, qui a pu en quelque sorte s'engager à acheter plus cher qu'au prix du marché d'ailleurs, des blés protéinés pour les petits pains, et tout ceci, évidemment, a un impact positif pour les agriculteurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une question aussi de donner de la visibilité aux agriculteurs des chaînes de valeur à travers des modalités comme les contrats, donc effectivement des acteurs qui se sont engagés très tôt dans des contractualisations. Et cette visibilité, c'est vraiment un atout pour la transition écologique dans la mesure où c'est ce qui permet aux agriculteurs, aux industriels d'innover, de se lancer dans des projets structurants et donc du coup de pouvoir participer à cette transition. Alors, par exemple, replacer le consommateur au cœur de la filière, là non plus, ce n'est pas une tarte à la crème, évidemment, ce n'est pas qu'un vœu pieux comme ça qu'on lance, mais c'est une vraie réalité dont il faut tenir compte dans sa logique d'aller vers la transition écologique. Tout à fait, le consommateur est un acteur essentiel de cette transformation et peut même être le moteur de la transformation par son acte d'achat. Donc on voit de plus en plus de labels, de certifications, d'informations transparentes à travers des applications et autres. On accompagne, nous, par exemple, des acteurs qui souhaitent mettre à la disposition du consommateur à la fois des informations transparentes et puis des choix de transition pour qu'ils puissent se positionner sur le produit qu'ils ont envie de voir demain. Et donc ça peut avoir une influence sur la manière que les acteurs de la chaîne de valeur ont de travailler ensemble pour le futur. Voilà, 2 exemples qu'on voit sur les 7, bien évidemment, mais tous sont importants. Les produits végétaux, là aussi, on va peut-être en parler avec Lucie sur l'industrie agroalimentaire, parce qu'on sait aujourd'hui la folie des produits végétaux. Alors, il ne va pas falloir se tromper, bien évidemment, il va falloir avoir un véritable marketing derrière, mais aussi toute une logique verte, évidemment, qui puisse plaire aux consommateurs. Donc justement, ma chère Lucille, on va se pencher sur l'industrie agroalimentaire, si vous voulez bien. Je le disais, très performante en France, mais enfin qui a connu des ratés ces dernières années dans notre pays, qui contribue beaucoup moins, par exemple, donc, au solde commercial. Alors là aussi, vous avez préparé un slide sur les objectifs de son verdissement et puis les financements publics qui sont en rapport. Exactement. Alors, on n'a pas remis le sujet décarbonation parce qu'il avait pas mal été abordé au départ par mes camarades et notamment Vincent. Donc, il y a tout ce qui est décarbonation autour de la production,
Oui, c'est très consommateur. L'industrie agroalimentaire est très consommatrice. La cuisson, voilà, réfrigération, la chaîne du froid. Voilà. Exactement. Ouais. Donc là, vous avez tous les dispositifs qui ont déjà été évoqués, j'y reviens pas. Mais il y a un chiffre qui m'interpelle, je travaille pas mal pour l'industrie agroalimentaire et finalement, dans ces cas-là, on se rend compte qu'on doit aussi travailler de plus en plus avec le monde agricole. Pourquoi ? Parce que bien souvent, qu'on soit sur des biscuits, des produits laitiers, etc., eh bien, les émissions de CO2, aux 2/3, c'est pas la production, c'est la matière première agricole. Et donc finalement, c'est là-dessus qu'il y a un énorme travail à faire. Alors, et puis à peu près 15-20% sur le packaging. Donc ça fait le lien avec l'économie circulaire. Alors, les outils de financement. Alors, les outils de financement, vous avez des choses qui sont au niveau national comme au niveau européen, encore une fois. Au niveau national, c'est important de rappeler que dans Résilience, que j'ai déjà mentionné, l'industrie agroalimentaire est une des 5 industries stratégiques avec cette idée vraiment tout ce qui contribue à la souveraineté alimentaire, avec des extensions de sites, des créations d'emplois. C'est vraiment des impacts économiques là, qui sont attendus et qui doivent être chiffrés par les entreprises. On le voit, il y a les premiers dossiers positifs et négatifs qui sortent des premiers dépôts de l'automne. Et Résilience a été victime de son succès. Donc il a été clos le 17 novembre et réouvert le 18 avec encore 3 vagues. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez tout ce qui associe les différents acteurs dont nous a parlé Fanny, avec l'appel à projet structuration de filière de France Agrimaire. Donc France Agrimaire est vraiment un acteur important pour ces sujets-là. Et l'idée, c'est d'avoir des consortiums, des groupements avec toutes les parties prenantes, que ce soit les agriculteurs, les fournisseurs d'équipements pour d'équipements, les industriels, et puis d'aller, si on repense à votre stratégie de la fourche à la fourchette. Jusqu'à l'assiette, presque. Et d'aller jusqu'à l'assiette. Et donc, ça se joue beaucoup sur les protéines végétales, dont je disais qu'il y avait une véritable folie en ce moment, par exemple. Alors, protéines végétales, c'est même un autre appel à projet qui a lui aussi été victime de son succès, qui a été clos avant sa date du 31 janvier en avance et qui va réouvrir en juin. Vous pouvez trouver la date précise sur le site de France Relance. Protéines végétales, on pense beaucoup aux produits finis. C'est important de penser aussi protéines végétales comme étant... Pour le bétail aussi. Exactement. Oui. Parce que quand on est sur des produits laitiers, par exemple, eh bien, pour le bétail, pour la filière lait et les vaches, on sait aujourd'hui qu'une part, alors je ne sais plus si c'est 80% le chiffre précis. C'est 80%, oui. Du soja qui est importé, qui vient d'Europe. Et deux pays qui ne sont pas toujours à la pointe en matière de verdissement. On peut avoir du soja OGM aussi, donc il y a vraiment une notion dans protéines végétales et de verdissement aussi, de tout ce qui amène derrière aux produits finis et les étapes intermédiaires auxquelles on pense un peu moins. Et il y a un autre point au niveau français qui est assez clé. Donc là, on va faire le lien entre la santé et l'alimentation. Avec à nouveau le PIA 4, dont les appels à projets ne sont pas encore sortis. Le communiqué de presse du gouvernement est là de janvier. Mais il y a un axe santé et alimentation avec plusieurs volets, avec des produits plus sains, plus durables, avec tout ce qui est les répercussions alimentation-santé. Donc là, on va avoir des projets recherche multi-acteurs, les organismes publics, les industriels, les agriculteurs. Et puis, bien sûr, avec l'idée de la transition écologique de toute la chaîne alimentaire. Ce sont des grosses sommes ? Ce sont des sommes, le PIA 4 au global, alors on n'a pas la décomposition précise sur ce sujet-là, mais le PIA 4 c'est 20 milliards, le PIA 3 c'était 10 milliards. Oui. On est sur des très très gros montants. Voilà. Et donc la part à gros, je ne peux pas vous la dire en direct. Alors les programmes européens, si vous voulez bien, là aussi des très très gros montants, on le voit en bas du slide, et puis vous avez décidé vous aussi de nous faire un focus sur deux enjeux importants, notamment je crois la question des pesticides, c'est ça ? Alors oui, il y a dans tout ce qui est la stratégie toujours de la fourchette, de la ferme à la fourchette, il y a tout ce qui sont les fertilisants, il y a tout ce qui sont les... Il y a un slide, je crois qu'on peut voir d'ailleurs là-dessus, on va voir. Non, il n'y a pas de slide. Non, il n'y a pas de slide. Les antibiotiques, et donc finalement, il y a 500 pages qui sont aujourd'hui en projet et qui vont sortir officiellement de la part de la Commission européenne en avril avec les prochaines échanges d'appel à projet. Donc les industriels avec qui l'on travaille sont déjà sur les rangs pour travailler autour des thèmes. Et donc effectivement, les pesticides par exemple, c'est un des sujets où des projets sont en train de se monter en consortium, allant encore une fois de l'agriculteur aux fournisseurs des pesticides et aux industriels agroalimentaires qui assurent la transformation de tout ceci pour s'assurer par exemple que le consommateur trouvera moins de traces de ces pesticides dans les produits finis. Vous avez des appels à projets avec des financements européens, toujours dans le cadre d'Horizon Europe, programme 21-22, sur les nutriments, si on reste sur ces étapes intermédiaires, sur
on va dire l'accélération du bio. C'est un thème à la mode, mais voilà, c'est pas juste une mode, ça va être accompagné, que ce soit pour l'agriculture ou l'aquaculture. Et puis vous allez avoir aussi tout un tas d'appels à projets autour de la thématique générale, réduction du gaspillage alimentaire. Alors justement, le slide suivant, je crois que vous nous avez réservé un petit focus. Est-ce qu'on peut le voir? Il y avait un slide suivant. Voilà. Ah non, ça c'est le digital data. Voilà, je croyais que vous nous aviez fait excusez-moi, je crois que vous nous avez fait un slide pour bien préciser qui était sur le digital. Alors, et sur justement, c'était tout le digital pour le monde agricole et l'agrotech notamment, avec là aussi de grosses possibilités par l'Europe. Hein. Oui, exactement. Ça fera peut-être une bonne transition avec le thème suivant. L'Europe, dans son appel à projet, dans son programme de travail 21-22 pour le monde agricole, il y a plusieurs appels à projet où vous avez des fonds pour aller digitaliser, on va dire, le monde agricole, pour avoir des solutions, pour avoir des métriques. Qu'est-ce que ça peut être? Très concrètement, si on revient à des sujets de biodiversité qui intéressent la filière, les fabricants de biscuits ou de produits laitiers, eh bien, aller chercher dans des fermes qu'on va qualifier d'expérimentales des métriques qu'on va mesurer, mettre dans des outils digitaux et derrière ensuite voir si on améliore la biodiversité, si on prend cet exemple-là, ou les résidus de pesticides tout au long des étapes. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont bien souvent pas tracées. Bien sûr. Merci à toutes les deux. Merci ma chère Lucille. Merci à vous donc ma chère Fanny. Nous allons aborder maintenant notre dernier secteur qui est le secteur du digital et du numérique. Alors c'était intéressant la transition dont elle nous a parlé parce que effectivement vous avez vu l'agrotech, il y a des sommes considérables qui sont en train de se positionner avec de gros acteurs sur des projets à la fois très importants, très techniques et puis qui offrent de la place à une multitude d'acteurs. Là, on va essayer de se placer sur notre dernier secteur concernant la data et le digital, comment ces deux secteurs peuvent nous aider dans la transition écologique et évidemment dans tous les secteurs, et puis surtout comment ils peuvent s'aider eux-mêmes en essayant de moins consommer, car faut-il vous le rappeler, on estime que les émissions de CO2 annuelles liées au digital au sens large, c'est à peu près 10% du total. On retrouve Vincent Chaléa. Merci donc d'être revenu pour nous parler un peu du data et du digital. Je le disais, un thème éminemment transversal. Bien évidemment. Pourquoi est-ce que vous parlez de solutions à maîtriser là? On voit le slide que vous nous avez concocté. Évidemment, le numérique permet d'être beaucoup plus efficace en efficacité énergétique dans tous les domaines, mais lui-même l'est assez peu. C'est ça que vous vouliez dire? Alors on a bien pu le voir au travers des explications de Rémi, de Lucille, de Fanny. Dans tous les domaines, le digital est une des solutions pour parvenir à une bonne transition environnementale. Néanmoins, le digital amène aussi sa problématique de la consommation d'énergie. On a vu, vous venez de nous l'expliquer Arnaud, que la consommation d'énergie liée au digital a explosé sur les 10 dernières années. 5 fois plus en 15 ans. 5 fois plus en 15 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter compte tenu des perspectives d'équipement avec la 5G et tout ce qu'on prévoit avec l'IoT. Donc il y a une vraie question de compatibilité qui va se poser très rapidement. On voit d'ailleurs poindre la question de la sobriété du digital à l'horizon d'un certain nombre de dispositifs. Ouais. Alors justement, la 5G, ça va consommer beaucoup. Les data centers, on le sait, où les centres de stockage de données consomment énormément, mais en même temps, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui existent, bien évidemment, face à cette explosion du trafic qu'on connaît déjà avec l'objet connecté notamment. Quels sont les dispositifs qui commencent à émerger, qui pourraient émerger, qui rendraient tout ça plus sobre? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont, par exemple, dans les programmes des investissements d'avenir en la matière? Alors, on voit qu'on est encore entre deux eaux, c'est-à-dire que si on regarde les premiers dispositifs du plan de relance qui visaient à la transition digitale des entreprises à marche rapide, il n'y a pas de critères environnementaux. Néanmoins, il y a d'autres dispositifs qui vont venir d'ici fin 2022 et qui vont même après. On peut parler notamment d'Horizon Europe, le programme européen. Les cahiers des charges qui sont en cours de rédaction pour préciser quels sont les projets qui sont attendus laissent comprendre que ce facteur
d'émissions de dioxyde de carbone ou la problématique de la consommation énergétique vont devenir de plus en plus centraux sur ces questions du digital. Il y a aussi le comité stratégique de filière du numérique qui, pas plus tard que la semaine dernière, a pris des engagements pour soutenir le développement d'une véritable filière 5G bas carbone. Alors, qu'est-ce que vous recommanderiez, vous aussi, à vos clients issus du secteur du digital d'ici à 2-3 ans pour se préparer à rationaliser leur empreinte carbone? Considérer dès à présent la sobriété énergétique dans les développements de telle façon à ce que les solutions développées aujourd'hui restent pérennes à horizon 5 ans. Merci à vous, mon cher Vincent, là aussi, pour cette concision remarquable sur un sujet où on pourrait s'étendre des heures et des heures, évidemment. La question du data et du digital, on a essayé de tenir les horaires parce que je sais que vous êtes tous très occupés. Merci d'avoir été si nombreux, près de 200, je le disais, avoir été donc tout au long de cette émission avec nous. C'est le temps de la conclusion, ma chère Fanny. Alors, s'il fallait conclure, quel est le message là aussi que vous voudriez faire passer? Il y a des transformations, il y a des financements, ce serait ça? Tout à fait, on voit que la transition écologique est déjà en cours. De nombreux acteurs se sont saisis des enjeux pour innover, pour collaborer, pour travailler ensemble à améliorer leur performance énergétique, réduire leurs impacts environnementaux. On voit que la technologie est un facteur d'accélération aussi pour mieux piloter, pour monitorer, pour faire du reporting sur les progrès environnementaux, donc la traçabilité non plus du produit mais de la donnée. Et on voit, nos experts de TAGE nous l'ont expliqué, il y a un certain nombre de sources de financement public, de nombreux appels à projets. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur de proposer des projets. Nos experts sont là pour vous accompagner. C'est essentiel de pouvoir construire des plans ambitieux pour cette transition écologique. Oui, ce qu'il faut, c'est avoir des projets, parce que je me souviens, quand j'avais eu Rémi au téléphone, donc depuis Lyon, il me disait, vous savez, les subventions, c'est tout un monde, c'est très compliqué, évidemment, et c'est pas le premier arrivé qui sera le premier servi, mais disons qu'il faut avoir des vrais projets, etc., pour déclencher des subventions, des financements, car il y en a, et il y en aura de plus en plus. Merci à vous également, donc, ma chère Fanny. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux, donc je le disais tout à l'heure à l'instant, en notre compagnie. Merci aux experts de TAGE et de Deloitte, et je précise que ce webinaire, ou cette webconférence, appelons-la comme on voudra, sera disponible en replay sur le blog, notamment de TAGE, le blog très, très bien fait de TAGE. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie et à bientôt. Merci.